Tac. Oh, c'est nouveau ça. Ok. Ah, on a un Pocket pour ton participant qui n'est pas là. Alors donc, bienvenue à notre dernière session TEDx de l'année. Juste avant le match France-Allemagne. Merci de nous avoir rejoints ce soir. On a l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir Alain Elaili qui va nous présenter GitHub avec un H majuscule 2021, l'Odyssée des 4 Spaces. Donc, merci beaucoup à lui de s'être rendu disponible et on va vous présenter du coup la suite de la TEDx. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est une petite association de la place de Tours, donc TEDx pour Tours Agile et DevOps Experience. Et on est soutenu par des sponsors, principalement AppSitOp et Ascensi, qui sont deux ESN de la place de Tours, qui ont renouvelé leur sponsoring cette année, on les en remercie. Un nouveau sponsor qui est Ici c'est Tours, qui fait des vêtements du tonnerre, donc allez faire un tour sur leur site, un petit peu de pub. Un grand merci aussi encore et toujours à MAM et à la Walcott School qu'on espère retrouver bientôt parce que c'est eux qui nous arrangeaient des espaces de réception quand tout se passait en présentiel. Donc, on croise les doigts. La session de septembre, on l'espère, se passera en vrai. Et puis enfin, et toujours, Palo Alto, un grand merci aussi pour nous mettre en relation avec les bonnes personnes, gentilles personnes sur la place de Tours. Notre calendrier, il n'a jamais été aussi simple depuis le début de l'année. On n'a plus de date prévue avant juillet. On reprendra donc nos sessions en septembre. Donc pour cela, on a déjà activé quelques recherches de personnes qui nous intéresseraient. Si vous êtes soit preneur d'informations sur des sujets qu'on n'aurait pas encore abordés ou de personnes qui vous tiennent à cœur et qu'éventuellement vous voulez qu'ils passent à la TEDx, n'hésitez pas à le proposer. Si vous-même aussi, vous avez des choses à raconter, à présenter, des règles, des ateliers, c'est vraiment sous format divers et variés. N'hésitez pas, on a un conference hall, un CFP qui est disponible sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour et à déposer votre proposition. En tout cas, nous, à la fin de cette TEDx-là, on vous dira bonnes vacances et les prochaines invitations seront disponibles toujours sur Eventbrite pour septembre. Donc nous, c'est tout ça. C'est Stéphane et moi. L'information dont je vous parlais pour la CFP est présente sur le site tedx.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, sur LinkedIn, par notre mail. Et encore un grand merci à Roxane Chantao qui nous a fait notre identité visuelle pour notre TEDx. Trêve de bavardage, on va passer la main à Alain. Super. Eh ben, merci beaucoup, merci pour cette intro et puis bienvenue à tous. Alors, on va essayer de rester un petit peu léger quand même aujourd'hui et puis se faire une petite entrée en matière pour se préparer pour les vacances. Donc, surtout si vous avez des petits à occuper sur la plage avec l'iPad et que vous ne le connaissiez pas encore. On a quelques sites qui sont sympas. Il y a myAutoCAD.com. Donc, pour ceux qui n'y ont jamais été, hein, c'est un truc assez rigolo pour se créer son propre AutoCAD. Alors, on va laisser passer l'animation, voilà. Et l'idée, hein, c'est de pouvoir créer un AutoCAD comme ça de manière un peu fun, en mettant des cheveux, en mettant des baskets et des trucs comme ça. Donc les enfants adorent. En plus, après, on peut se l'envoyer, on peut faire l'AutoCAD de papa, l'AutoCAD de maman, etc. C'est assez cool. Et puis pour ceux qui ont des petits qui sont un peu plus grands, on a créé myautocad.dev. Ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu. On peut se connecter avec son compte GitHub. Donc théoriquement, il faut avoir 12 ans pour avoir un compte GitHub, mais bon, ça peut être le compte des parents aussi. Hein. Et l'idée, c'est qu'on peut s'amuser avec ça. Et vous voyez, à chaque fois, ça génère du JavaScript. Il y a une librairie JavaScript derrière qui permet qui s'appelle P5, qui permet de faire de l'animation et un certain nombre de choses qui est assez sympa. Et donc, ça permet de créer
de créer un certain nombre de choses grâce à ça. Donc, on peut dire, par exemple, si on veut refaire les cheveux, par exemple, on peut faire ça. Ou, pardon, je me suis mis au mauvais endroit, je suis en train de tout casser. J'ai mis le curseur ici, donc c'est pas complètement magique, puisqu'il faut quand même savoir ce qu'on fait. Mais après, comme on est en JavaScript, on peut faire des animations, on peut faire des boucles, on peut apprendre plein de trucs au passage. Donc, pour ceux qui veulent apprendre un petit peu à coder, ça peut être super ludique, ça peut être assez rigolo. Donc, n'hésitez pas à aller jouer avec. Donc, myoctocad.com, myoctocad.dev, c'est deux trucs qui sont assez sympas. Quand on fait au passage, hein, quand on refera des conférences en présentiel, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir une impression en quasi live de stickers avec son AutoCAD perso. Ça avait beaucoup de succès. Et on a appris comme ça que les imprimantes qui font des stickers, c'est très, très, très lent. Et donc, au bout d'une heure, on avait un backlog de 3 heures. C'était pas très drôle. Mais bon, au final, on a tout envoyé par la poste. Donc, maintenant, on a adressé les enfants, on a adressé les ados. Maintenant, on va pouvoir travailler avec les parents. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer quelques trucs sur lesquels on a bossé ces derniers temps. Alors, je suis frustré parce qu'il y a quelques trucs que je voulais vous montrer, mais on ne les a pas encore annoncés. Ça arrive pendant 2 semaines. Donc, restez à l'écoute. Il y a des trucs super intéressants qui vont arriver et que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment bien aimé vous montrer, mais je vais me faire taper sur les doigts si je vous les montre. Mais voilà. Coupez pas tous les canaux d'information avant la fin du mois de juin parce qu'il y a des trucs intéressants. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer tous les trucs sur lesquels on a bossé, qu'on fait l'actualité ces derniers temps et que peut-être que vous avez raté ou des fois, enfin, c'est tellement riche que c'est difficile de tout capturer, surtout en ce moment. Et donc, pour ça, j'ai un repo, tout ce qui est le plus banal, hein, c'est du JS à l'intérieur, c'est du Vue.js. Notre repo, hein, quand on veut travailler dessus, on a plusieurs manières de le faire. Historiquement, hein, on va ici, et puis on va dire, je vais faire un clone en HTTPS ou en SSH, peu importe. Et vous voyez, il y a quelques options supplémentaires qu'on met à disposition. Donc, le GitHub Desktop, ça, j'imagine que... tiens, je ne l'ai pas ouvert. Mais le GitHub Desktop, ça fait longtemps qu'il existe. Hein, donc, c'est un client qui permet de simplifier l'usage de Git. Si vous avez des collaborateurs dans votre équipe qui ne sont pas des pros du Git, qui doivent contribuer à un repo parce qu'ils doivent mettre à jour un README ou pousser des images, enfin, je sais pas quoi, mais c'est pas des vrais, c'est pas des développeurs hardcore, ou ça peut être des débutants aussi. GitHub Desktop permet de leur faciliter vraiment la contribution dans Git. Donc, je vous encourage à regarder ce produit-là. Mais là, on a 2 trucs sur lesquels je veux revenir. Il y a GitHub CLI et Codespace. Donc, c'est deux nouvelles manières d'interagir avec nos repos qu'on a mis en place et qui sont assez intéressantes. GitHub CLI, ça va être disponible pour tout le monde. Hein, c'est disponible pour tout le monde, donc il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limitation, etc. Codespaces, on va avoir 2 déclinaisons. Et peut-être que je vais adresser ces déclinaisons-là une fois qu'on aura lancé ça. Donc, l'idée de Codespaces, hein, si je le lance, c'est de m'ouvrir en fait un VS Code. Donc, soit directement dans mon navigateur, soit dans mon client local. Donc, j'ai les deux. Alors là, c'est pas celui-là. Donc, il m'a ouvert mon VS Code, mais derrière, il va m'ouvrir, parce que c'est pas le bon projet. Donc, là, il m'a ouvert mon VS Code avec mon projet, le projet que j'ai en cours. Mais je dois avoir une autre fenêtre quelque part. Il faut que je la retrouve. Ah, voilà, elle est là. Elle s'est ouverte. Non, c'est pas celle-là. Il est où mon VS Code? Décidément, non. Bon, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir à un moment donné. Fait des mots. Non, mais je dois avoir un réseau un petit peu lent. Mais ça devrait s'ouvrir. Ah, voilà. Tiens, elle arrive.
Elle a pris son temps. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à ouvrir mon client local en plus du CodeSpaces qui est dans mon navigateur. Donc c'était pour vous montrer les deux déclinaisons. Donc j'ai le choix entre travailler en mode web ou en mode client lourd traditionnel, sachant que c'est un client lourd basé sur Electron. Et évidemment, j'aurais pu aussi ouvrir mon VS Code en local et dire je veux, avec ce plugin qui est ici, je veux ouvrir mon code space que j'ai bookmarké ici et sur lequel je peux revenir. L'idée de mon code space, au final, c'est que ça m'a ouvert mon projet directement en remote. Donc, le contenu de mon projet n'a pas forcément été complètement téléchargé chez moi, mais aussi, je vais pouvoir ouvrir un terminal. Et ce terminal, en fait, ça, c'est un des points forts de CodeSpaces. Mon terminal, si je regarde, là, ma machine, c'est un Mac, et si je fais un unm.a, bah, vous voyez que mon terminal, en fait, il m'emmène sur un Linux qui est sur Azure. Et donc, en fait, c'est pas que mon environnement d'édition de code qui est à ma disposition à travers CodeSpaces, c'est tout mon environnement de développement en fait, y compris toutes les briques logicielles dont j'ai besoin pour pouvoir commencer à coder et à tester mon application. Donc, si vous regardez ce que vous faites d'habitude, vous avez un nouveau qui arrive dans l'équipe. Vous allez devoir lui dire, voilà, il faut que tu installes Node.js, il faut que tu installes NPM, il faut que tu installes ton VS Code. Nous, dans l'équipe, on utilise le plugin MongoDB, le plugin GitHub. On aime bien utiliser le plugin GitHub Actions aussi. Il te faudra une base de données aussi, il faut que tu l'installes. Enfin, voilà, et tout le setup, en fait, ça peut prendre du temps. Et si vous essayez de regarder un peu combien de temps un nouveau développeur met à pouvoir faire sa première contribution dans un projet, c'est relativement important. Ça peut être plusieurs jours, le temps de tout setuper correctement. Et en plus, des fois, c'est des trucs que tu découvres au fil de l'eau et tu galères, et l'expérience, elle n'est pas top. Tandis que là, on a pu, à travers ce répertoire ici, .devcontainer, on a pu déjà définir un devcontainer.json. Je vais peut-être zoomer un petit peu sur la police, au cas où ça serait trop petit. Et puis, donc, il faut que je resize un petit peu tout ça. Allô? Non. Allez, on va remonter. Et donc, dedans, ce que j'ai dit, c'est déjà, voilà les extensions que dans le projet, on va tous partager. Donc, par défaut, le VS Code qui s'ouvre ici, il va m'embarquer toutes ces extensions. Donc, encore une fois, mon MongoDB qui est là, il a été spécifié ici. Le plugin GitHub Actions, il a été spécifié à cet endroit-là, etc., etc. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. J'ai pu spécifier le type de shell qu'on allait utiliser. Si jamais on a fait des scripts SH ou quoi que ce soit, ça peut être utile qu'on ait tous le même shell. Et puis, j'ai des commandes de post-création. Donc, par exemple, là, normalement, si je fais un ls sur Node module, mon Node module, il a été déjà provisionné. Donc, je n'ai pas besoin de refaire un npm install. Tout doit être prêt directement. Et puis, en plus, j'ai pu définir à travers un Docker Compose l'intégralité des briques dont j'avais besoin. Donc, dans mon Docker Compose, je vais avoir un premier service applicatif qui est spécifié par mon Dockerfile. Donc, dans mon Dockerfile, j'ai dit installe MongoDB, installe. Non, j'ai pas dit. J'ai dû installer le client MongoDB, pardon. Et puis j'ai installé, je sais plus quoi. Ouais, c'est à peu près tout, je crois. Les MongoDB Tools. Et puis, comme je suis parti d'une image qui contient déjà Node.js, etc., j'ai pu aller. J'ai pu m'éviter de faire ça. Et si je reviens sur mon Docker Compose, j'ai une deuxième image avec une DB qui contient mon MongoDB. Ce qui fait que si ici, je vais sur mon plugin, j'ai directement accès à un MongoDB installé en local avec les bases de données par défaut, mais j'aurais pu provisionner des choses également. Pareil, dans mon terminal, si je fais un Mongo, je vais pouvoir m'y connecter directement parce que j'ai un conteneur qui est à disposition et qui est là et qui écoute et qui m'a connecté immédiatement à ma base de données. Je vais pouvoir utiliser les scripts NPM et par exemple faire un NPM
Run Dev. Ça va me lancer ma task. Donc, c'est mon application Nuxt.js qui va démarrer. Là, elle me dit que mon application est en train de runner sur un port 3000, mais c'est un peu paradoxal puisqu'elle ne tourne pas sur ma machine. Hein, vous voyez, il me dit localhost 3000, mais vous voyez ici, il y a une notion de forward de port. Donc, c'est en train de s'exécuter sur Azure quelque part. Ouais, ça a fini de démarrer. Donc là, je peux juste cliquer là-dessus. Et ça va m'ouvrir normalement. J'ai cliqué, ouais, j'ai peut-être pas cliqué. Voilà, j'ai cliqué maintenant. Et ça m'emmène directement sur mon application. Donc, ça me dit que je suis en 127.0.0.1, mais en fait, c'est juste un forward de port qui a été fait automatiquement et je me suis connecté dessus. Ce qui fait que si on résume, j'ai un développeur qui arrive dans l'équipe, en quelques minutes, il peut commencer à coder. Il n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit pour démarrer. Donc ça peut être super intéressant pour embarquer des nouveaux développeurs dans l'équipe. Ça peut être pour ceux qui passent d'un projet à un autre, avec des stacks complètement différentes à chaque fois et qui ont des incompatibilités entre les différents projets. Ça peut être utile aussi si vous avez un projet qui demande beaucoup de ressources et que vos machines ne tiennent pas la route. À ce moment-là, vous avez une machine gigantesque qui est dans le cloud. Donc, il y a pas mal de use cases qui sont assez intéressants. Donc là, cette partie avec le compute compris, ça va faire partie d'une offre qui est plutôt orientée pour les entreprises. Néanmoins, parce qu'évidemment, il faut que quelqu'un paye la machine qui est derrière. Néanmoins, pour ce qui est du VS Code embarqué dans un navigateur qu'on puisse ouvrir comme ça et de manière et pouvoir interagir avec immédiatement, ça va être un truc qui va être standardisé bientôt. Et qui va être gratuit. Il y a quelqu'un, juste pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a quelqu'un qui a fait un projet similaire qui s'appelle GitHub 1S, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui vous permet d'ouvrir un repo comme ça dans un VS Code et ça y ressemble furieusement parce qu'il s'est juste contenté en fait de prendre VS Code, de le déconnecter d'Electron pour l'exécuter. Le problème, c'est que c'est un développeur de chez Tencent en Chine. Il a mis GitHub 1S dans le nom, mais c'est pas du tout GitHub. Et si vous ouvrez un repo public avec, c'est super bien, il n'y a pas de souci avec. Vous ouvrez un repo privé avec, je ne sais pas ce qui se passe. Sécurité, ouais. C'est vous donnez les clés, de votre repo privé à un gars que vous connaissez pas. Donc, c'est un projet sympa, mais faut l'utiliser avec précaution. Faites gaffe à ça. Par rapport à ce que tu disais, je me permets, même si ce n'est pas encore visiblement tout à fait statué, donc la partie custo d'environnement dev, vraiment, comme tu nous as montré, c'est-à-dire où là, on va utiliser les images pour avoir l'environnement dev qui va bien. Donc ça, ce sera forcément plutôt côté pro, côté licence pro. On gardera quand même moi, en fait, j'ai un peu joué avec essentiellement la partie online où ça t'ouvre ton VS Code sur ton repo et puis tu peux le bidouiller. Mais effectivement, je ne connaissais pas, moi, le devcontainer.json et le Docker Compose qu'on pouvait associer. Ça sera plutôt orienté sur du pro parce que, comme tu disais, de toute façon, on a besoin de compute derrière, au final. Ouais. Alors, sachant que tout ça, c'est basé sur une techno dont j'ai oublié le nom, mais qui te permettrait potentiellement de refaire le même service si tu le voulais. La notion de dev conteneur et de configurer tout ça, tu pourrais très bien l'exécuter en local sur ta machine, tous ces conteneurs-là, et tu pourrais décider de les provisionner ailleurs si tu le veux aussi. Mais bon, après, ça sera à toi de créer ça. Là, ce qu'on apporte en plus, c'est le fait que tu pars d'un bouton dans GitHub et tu arrives là-dedans sans avoir quoi que ce soit à créer entre les deux, en fait. Mais potentiellement, tu pourrais avoir la même expérience. Enfin, tu n'aurais pas la même expérience, mais tu pourrais avoir un système d'environnement de développement à base de conteneurs que tu pourrais recréer toi-même. Donc voilà, donc on est sur notre projet. Et puis, on a accès à pas mal de choses. Donc, on va commencer à interagir avec ce projet-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une branche qu'on va appeler Tadix.
et puis on va faire un petit changement juste pour le fun. Si je me rappelle bien, normalement, je dois avoir dans mes composants, non, ça doit être dans mes pages alors. Voilà, index.vue, et on va changer quelque chose. On va faire welcome to TADX. Voilà, juste pour vous montrer hein, quelques trucs qui sont sympas. Hein. Donc ça, vous l'avez dans le plugin Git/GitHub par défaut. Donc vous pouvez très bien faire un nouveau commit, nouveau message. Donc ça, c'est pas restreint à CodeSpaces, mais je le fais via CodeSpaces. Donc je peux faire mon push à partir de ça. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, vous voyez, c'est qu'il va me proposer de créer une pull request directement dans mon environnement de développement. Je crois que je suis en train de passer. Ouais, voilà, quand je pensais que j'étais dans le vrai VS Code, mais j'étais dans la partie web, donc il ne me l'a pas fait. Tant pis, je vais le faire à partir de... Ah oui, voilà, c'est pour ça. Ici, je ne suis pas connecté. Alors, on va se connecter vite fait. Continue. OK. Et donc, si je reviens ici, voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il ne m'a pas créé ma pull request. Donc, on va se recréer une nouvelle pull request. Voilà. Donc, dans ce repo master, voilà. Donc, on va dire Pierre for TADX. Et c'est une super PR. On va la créer. Alors, je peux la créer en draft. Hein, ceux qui l'ont peut-être pas vu la fonctionnalité, mais on peut créer ça comme draft. Ça permet d'éviter d'envoyer des notifications à tous les relecteurs éventuels pour leur dire c'est pas la peine de me faire une code review maintenant parce que j'ai pas fini. Donc, on va gagner du temps grâce à ça. Donc, on va se créer ça. Et puis, comme j'ai un certain nombre de pipelines qui sont dans mon projet, ils vont s'exécuter. Et puis ça, on va pouvoir le voir. Ah, mince. Il faut que je sign in depuis là. Ah, pardon. Ça, c'est un peu chiant. Comme c'est pas le même plugin, il faut que je me reconnecte pour activer ça. Mais normalement, ça devrait marcher. Voilà. On a un plugin GitHub Actions qui va nous permettre de voir tous les pipelines qui s'exécutent. Donc, vous voyez, hop, je ne voulais pas cliquer dessus. J'ai un certain nombre de pipelines qui sont en train de s'exécuter. Puis, vous pouvez voir le progrès de ces pipelines et puis cliquer dessus éventuellement pour aller dessus. Donc, ça, c'est assez sympa. Mais ce qu'on a également, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on a une CLI qui s'appelle GH. Et qui nous permet de faire pas mal de choses. Donc là, elle voit que je suis dans mon repo, hein, donc j'ai fait un git clone de ce repo-là, et puis je peux faire un GH PR list, par exemple, et ça va me montrer, tiens, j'ai ma PR pour TADX, et puis je peux faire GH PR view, et puis c'était la numéro 83, si je me souviens bien, si je l'ai bien vu. Et puis vous allez pouvoir voir, non, c'était pas la 83, alors je me suis planté. La 63. Hop. Et donc, je vois que j'ai ma PR ouverte par moi-même. Et puis, c'est une super PR. Et de la même manière, je peux faire un GH action. Et donc, ça me dit quoi? Ça me dit que je peux faire un GH run list, donc pour voir tous les runs qui sont en cours de route. Et donc, ils ont à peu près, ils ont tous fini déjà. Non, il y a celui-là qui n'a pas fini. Donc, on peut faire hop, je vais prendre ça, je vais faire un GH run view. Et puis, je vais mettre son numéro.
Et puis, on va pouvoir voir le détail de ce run-là. Et puis, ça me dit que voilà, j'ai quelques jobs qui sont dedans. Donc, j'avais 3, 4, 6, 7, 8 jobs. Sur mes 8 jobs, j'en ai 4 qui se sont bien exécutés. J'en ai un qui a planté. Et puis, donc, a priori, ça a dû canceller, ça a dû annuler tous les autres. Vous voyez, avec ça, on peut faire quand même pas mal de choses. Je peux créer un repo, je peux faire une création de repo local, par exemple, et ça va me créer mon repo sur GitHub également, au passage. Donc, plutôt que de faire je crée mon repo dans GitHub, et puis après, je fais un clone et je pousse des trucs, ou inversement. Donc, je peux directement partir de la ligne de commande et faire à peu près tout et n'importe quoi. C'est assez sympa. Et c'est un truc sur lequel on continue à bosser. Va bientôt y avoir la possibilité de créer des extensions. Donc, si vous voulez faire des scripts un peu sympas pour automatiser des choses, si vous avez des workflows sur lesquels vous devez aller chercher une issue pour, je sais pas, rajouter un label automatiquement, des choses comme ça, enfin, vous allez pouvoir scripter ça, faire des extensions un peu sympas. Donc, je pense qu'on va pas mal s'amuser là-dessus dans les mois qui viennent. Donc, c'est sympa. Donc, on a vu CodeSpaces, on a vu la CI. Ouais, Alain, vas-y, je t'en permets, comme tu as dit qu'on pouvait t'interrompre. Ouais. Ça a un sens, selon toi, le CLI, de aussi s'en servir parce que, comme tu sais, dans les entreprises, on a plus ou moins déjà de la CLI, de la CI qui est en place. Et du coup, le CLI là qui est enrichi de plus en plus, ça a un sens de pouvoir aussi le packager dans nos propres pipelines. Par exemple, sur du Jenkins, pour se simplifier la vie des interactions, plutôt que de passer par des plugins divers et variés ou du bash de base, ou c'est plutôt pensé dev pour vraiment optimiser l'expérience du développeur, quoi, en fait, et puis dire allez, on va donner la ligne de commande parce qu'on est assez friand des clics quand on est dev, donc du coup voilà, quoi. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Si dans tes scripts, tu fais des git push, des git pull, enfin, est-ce que tu fais des interactions avec Git? À ce moment-là, tu continues à utiliser Git et tu n'as pas besoin de la CLI/JH. La CLI/JH, c'est vraiment pour manipuler tous les objets GitHub. Donc, je veux commenter sur une issue, je veux commenter sur une pull request, je veux récupérer les statuts de pipeline, etc. C'est vraiment pour être au-dessus. Après, oui, tu peux complètement l'intégrer dans les scripts. C'est fait pour être aussi embarqué dans quelque chose de scriptable. Mais il faut vraiment continuer à faire la distinction entre Git d'un côté et GitHub de l'autre. Enfin, ça ne remplace pas Git. Ça, c'est important. Okay. Et donc, on a rajouté un autre truc aussi au passage. Donc là, c'est mon téléphone que vous voyez. Alors, j'espère que ça va marcher parce que c'est un peu bizarre. Mais mon téléphone est connecté et donc, c'est mon téléphone que vous voyez. Là. Hop, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, c'est bon. Pour montrer que c'est live. Et donc, il y a une application GitHub qui marche à la fois sur Android et sur iPhone et qui est adaptée à la fois sur téléphone et tablette. Donc, vous avez les deux. Et non, faut pas que je clique. J'essaie de cliquer avec la souris, mais ça ne marche pas. Et donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir voir vos différents repos. Il faut que j'arrête d'essayer de le faire avec la souris, pardon. Et je vais pouvoir revoir comme ça mon repo à cet endroit-là. Et puis, aller voir, par exemple, ma pull request. Et normalement, si tout se passe bien, on retrouve ma PR Tadix qui est là et avec laquelle je peux interagir. Je peux faire un merge de ma pull request directement avec mon téléphone. C'est assez sympa. Je crois que si je tourne comme ça, voilà, ça gère le changement de direction. Donc, ça peut permettre d'avoir des expériences différentes. Et ça marche vraiment sur iPad aussi. Donc, il y a des choses qu'on va avoir du mal à faire sur un téléphone, évidemment, mais je peux éventuellement commenter. Hop. Tu vas certainement la voir venir, la question, mais et CodeSpaces dans l'appli GitHub sur iPad, non? Alors, CodeSpaces, ça marche sur iPad. Alors, je l'ai essayé, moi, dans Safari, ça marche bien, mais dans l'appli directement, pour avoir vraiment un truc un peu… Ah, dans l'appli GitHub? Ouais. Ah non, parce que c'est l'appli GitHub, c'est une appli native iOS, Android. Oui, donc, tandis que CodeSpaces, c'est du web en fait. C'est vrai que moi je l'ai essayé CodeSpaces dans le Safari de l'iPad. Ouais. Ça fonctionne bien. Hein. Ah ouais.
Non, tu peux vraiment coder directement à partir d'un iPad, quoi. Bon, après, je pense qu'avoir un clavier, ce serait mieux, mais, Un clavier, ouais, c'est ce que j'allais dire. mais tu peux. Ouais, non, tu peux. Donc voilà, on a ça. Et au passage, donc si je remonte d'un cran, donc vous voyez, on a accès aux issues, aux pull requests, et puis on a accès aussi aux discussions. Donc ça, c'est un autre truc qu'on a sorti assez récemment. Donc plutôt que de vous montrer les discussions par là, je vais revenir sur mon repository. On va sortir de Code Spaces et vous voyez qu'on a ici la notion de discussion. Donc, c'est quelque chose qu'il faut activer. Par défaut, on ne l'a pas activé. Mais vous allez dans les settings et puis vous pouvez l'activer sans aucun problème. Et l'idée avec les discussions, c'est de pouvoir, c'est en fait de sortir un certain nombre d'interactions des issues. Parce que jusqu'à présent, on avait les issues dans lesquelles vous aviez, sur un projet open source, vous aviez les mainteneurs qui discutaient ensemble. Voilà, il y a un bug, il y a un truc, il faut qu'on travaille là-dessus, etc. Et puis, il y avait aussi les utilisateurs qui venaient en disant, comment on fait ça, je ne comprends pas, ça ne marche pas, etc. Et donc, pour les mainteneurs, ça polluait un peu les issues. C'était assez difficile de faire le tri entre ceux qui font du triage et de la réponse aux utilisateurs, de ceux qui font du code et qui travaillent sur vraiment les évolutions, etc. Donc, ça permet de dissocier ça. Et puis aussi, ça permet de mettre en avant des réponses pour éviter que certaines questions reviennent assez fréquemment, en fait. Donc, on va pouvoir créer des catégories. Donc là, j'ai les catégories par défaut, mais on peut imaginer plusieurs catégories en fonction du produit qu'on a, tout simplement. Donc là, par exemple, on a une catégorie chapeau qui nous permet de tout voir, mais par exemple, dans idée, ici, j'ai rien pour l'instant. J'ai mis ma seule discussion dans général. Et puis, on va pouvoir aller dedans et puis avoir ces interactions. Donc, donc on imagine que j'ai posé une question, quelqu'un y a répondu, et je vais pouvoir dire, bah ouais, en effet, ça c'est la réponse. Donc, tous ceux qui vont venir interagir avec cette question-là vont voir que quelqu'un a déterminé que ça, c'était la bonne réponse. Donc, c'est a priori un des mainteneurs. Et puis après, je vais pouvoir aussi mettre en avant cette discussion. Donc, je vais pouvoir dire, ça, c'est une super discussion, j'ai envie que tout le monde puisse la voir. Allez, on va mettre des éclairs. Et puis, on va la mettre en avant. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sur l'onglet discussion, je vais voir que, tiens, il y a cette super discussion qui, a priori, est intéressante. Bon, alors là, j'ai pas grand-chose comme contenu. Si vous voulez avoir des choses plus détaillées, je croyais que je l'avais ouvert quelque part, mais non, je l'ai perdu. Je vous recommande d'aller. Donc, il y a eu des early adopters de cette fonctionnalité-là. Il y a Vercel. Vercel, avant, il s'appelait Now. Et ils font un projet qui s'appelle Next.js. Voilà. Qui est un framework basé sur React. Donc, il y a Nuxt.js pour les frameworks basés sur Vue et Next.js pour le framework basé sur React. Leur discussion, elle est assez simple. Enfin, ils ont du recul dessus. Donc, vous voyez, on a quelques documents quelques discussions qui sont mises en avant, quelques catégories, et puis on voit qu'il y a pas mal d'activités. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a eu une réponse, par exemple. Non, il n'y a pas eu de réponse. Ah, tiens, c'est pourquoi? Je ne sais plus quel est le... Pardon, il faut que je tousse un grand coup. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Je ne me rappelle plus de la signification du C'est que code. tu as eu des suggestions de réponses, je pense. Ça doit être juste ça. Et que c'est pour ça que c'est pas vert, c'est juste coché. Parce qu'il y a marqué que tu avais eu 661 exceed en soi. Et peut-être que c'est pour ça que tu as cette icône-là, non? Ça doit être pour ça. Est-ce que si je reste dessus? Non. Tiens, on aurait dû mettre un petit truc dessus. Où tu as vu les 161 Ah oui. Tu vois, tu as vu? Je sais pas, je me dis c'est peut-être ça. Je sais pas. Il faudrait que j'éclaircisse. Bon. En tout cas, ouais, discussion, donc c'est disponible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et je pense que ça va être vraiment plus sympa maintenant
Parce que des fois, c'est un peu saoulant de savoir où est-ce que je dois poser ma question. Est-ce que le projet, est-ce que je dois aller sur Stack Overflow? Est-ce que le projet a un Discord ou un truc comme ça? Enfin, ça peut être compliqué de trouver à quel endroit on doit interagir. Et donc là, ça permet de rassembler un peu tout ça. Ça peut être un peu plus sympa. OK. Maintenant, je voulais juste, si on retourne sur nos pipelines GitHub Actions, donc là, ça a été Actions, hein, ça a été notre grosse activité pendant quasiment les 2 dernières années. Maintenant, on continue pas mal d'itérer dessus. Ça commence à être vraiment pas mal, mais on continue à bosser dessus. Donc, je voulais refaire un point. Je voulais vous remontrer quelques trucs sur lesquels on a bossé récemment. Tiens, au passage, on verra pourquoi mon pipeline s'est planté. Ah, oui, j'ai rajouté des trucs il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça, à mon avis. Je vais le débloquer. Je vais le débloquer pour pas que ça nous pète à la tronche après. C'est Quoique non, je ne vais pas le débloquer. Je vais partir de celui-là. On va regarder celui-là ensemble et puis on va comprendre après pourquoi l'autre s'est planté. Ça sera plus intéressant. Je n'avais pas prévu que ça plante, mais c'est un bon cas d'usage. C'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité. Donc au passage, hein, ça vous montre aussi là les différentes visualisations qu'on a mis, qu'on a créées récemment. Et grosso modo, ici, toutes ces entrées ici sont ce qu'on appelle des jobs. Et certains jobs sont dans une matrice. Donc, si on regarde, on va ouvrir ça dans un nouveau tab. Si on regarde comment ça a été développé, hein, l'idée de GitHub Actions, c'est grosso modo, c'est simple. Hein. Donc, on a un nom pour notre workflow. Et puis après, on a des événements qu'on va écouter pour démarrer. Typiquement, c'est je pousse sur une branche, donc directement sur la branche master, par exemple, ou je pousse dans une branche de pull request dont la cible est master. Donc, par exemple, j'ai poussé sur la branche TADX, mais ma pull request a dit quand je vais merger la branche TADX, tu vas merger avec master. Donc, c'est une étape suivante, mais c'est l'objectif. Donc ça, c'est assez classique hein, dans le monde de la CI. D'habitude, on écoute sur un événement de push et puis on exécute quelque chose. Ici, on rajoute la possibilité de scheduler, donc de pouvoir dire tu vas t'exécuter tous les... je suis nul en cron, hein, donc je ne vais pas m'en rappeler. Je crois que si je me mets en mode édition, normalement, j'ai un petit hint, je crois. Non, il ne s'affiche pas toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des fois, il s'affiche, il y a des fois, il ne s'affiche pas. Peu importe. Donc, je peux rajouter des schedules. Et puis, je vais pouvoir aussi rajouter d'autres types d'événements. Donc là, cet événement-là, c'est ce qu'on appelle un workflow dispatch. Mon workflow dispatch, il m'a permis de dire, voilà, je veux pouvoir démarrer mon pipeline. Donc, si je reviens dessus, on va voir comment ça se matérialise. Je vais pouvoir dire, je veux démarrer mon pipeline à la main. Et mon pipeline, il a besoin de prendre des arguments. Donc, un argument qui est la personne à qui on doit dire bonjour, et puis une valeur par défaut. Donc, c'est ce qu'on a spécifié ici. Hein, j'ai un input. Le nom de la variable, c'est name. C'est un peu con, hein, parce que c'est le nom qui est nom, mais peu importe. La description, c'est obligatoire, et j'ai une valeur par défaut. Donc ça, après, je peux en rajouter plus, etc. Donc c'est assez sympa. Et puis, je peux mettre n'importe quel autre type d'événement. Par exemple, je peux dire sur une issue avec un sous-événement qui va être, par exemple, j'ai mis un label, par exemple. Alors, c'est peut-être pas ça exactement la syntaxe, mais vous avez l'idée. Mais grosso modo, sur tous les événements qui peuvent avoir lieu dans GitHub, je peux déclencher un pipeline en fait. Donc, ça me permet d'avoir des workflows qui se déclenchent sur un peu tout et n'importe quoi. L'idée étant d'automatiser pas seulement la construction de l'application, mais aussi automatiser son workflow en amont. Donc, typiquement, ça peut être, je déplace une issue d'une colonne à une autre dans mon projet, par exemple. J'ai une nouvelle issue qui est créée ou une issue qui est créée par un nouveau collaborateur.
je vais pouvoir déclencher des workflows là-dessus. Donc ça, c'est assez sympa. Et ensuite, je reviendrai là-dessus après. Mais ensuite, j'ai exécuté des jobs. Donc les jobs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Si on retourne sur notre visualisation ici, j'ai un job qui était say hello. Après, j'ai built-in Docker, built-in en cours de route, built-in with avec des livres. Je ne sais plus trop quelle était mon idée là-dessus, mais c'est ce qu'on retrouve ici. Donc ça, chacun des jobs, par défaut, va s'exécuter en parallèle, sauf si je lui dis, bah non, il faut que tu t'exécutes après le précédent. Donc lui, il a besoin de celui-là pour s'exécuter. Ça me permet de faire des relations, etc. Et puis, dans mon job, je vais avoir des steps. Donc, ce que je vais vraiment exécuter. Donc, ça peut être de la ligne de commande, donc npm CI, npm run, build, machin, présente, etc. Ça peut être aussi des actions. Et donc, les actions, ce sont ces composants réutilisables que je vais pouvoir aller piocher dans ma marketplace qui est ici. Donc, par exemple, ici, j'ai une action pour setuper l'environnement Node avec la version 12, par exemple. L'action /checkout, c'est ce qui me permet de récupérer le code en local sur mon runner pour pouvoir le compiler ou faire des tests, etc. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une action de cache, je vais avoir... qu'est-ce que je vais avoir d'autre d'intéressant? J'ai une action ici qui vient d'un utilisateur de GitHub qui s'appelle Xom9IKK. Donc là, ça vous dit en fait le propriétaire de l'action. Quand ça commence par action, ça veut dire que ça vient de GitHub. Quand c'est quelque chose d'autre, ça vient d'un autre fournisseur. Et là, je peux vraiment avoir tout et n'importe quoi. Et donc, si je vais chercher dans ma marketplace, si je veux faire des trucs avec AWS, par exemple, il y a AWS qui a créé des actions. Et puis, je vais pouvoir prendre ce truc-là, faire un copier du code ici, me mettre à l'endroit que je veux et coller le contenu. Donc après, c'est du YAML, donc il faut faire gaffe à son indentation, sinon ça ne marche pas. Mais vous voyez, AWS action, / et puis le nom de l'action derrière. Et donc ça, hein, j'en ai tout un paquet. Si vous voulez faire du Docker, je vais avoir des actions qui ont été faites par Docker. Si vous voulez du GCP, alors non, c'est Google... Si je me souviens, c'est Google-action. Non, c'est pas ça. Merde, avec un S. Voilà, Google, GitHub, Google-GitHub-action. Ça a été fait par Google, etc. etc. Bon, je vous passe les détails, mais il y a plein d'actions à récupérer et à utiliser. Si vous voulez naviguer à l'intérieur pour aller voir ce qui est disponible, vous pouvez aller sur github.com/marketplace. Et là, vous allez pouvoir filtrer par action et après trier par les différentes catégories que vous voulez. On a même, si je vais dans Project Management, je crois, il y a même des actions pour interagir avec Jira à partir de GitHub. Donc, on souffle dans mon oreillette. Il y a des... Tout est accessible ou il y a des éditeurs qui les rendent payantes, leurs actions, via le portail? Enfin, il y a de la monétisation dessus ou pas, tu sais? Alors, non, toutes les actions, alors c'est à double étage, on va dire. Toutes les actions sont gratuites, mais potentiellement, une action peut accéder à une ressource qui est payante. D'accord. Ouais. Potentiellement, tu es obligé de donner un token, quelque chose comme ça, qui te permet de t'authentifier avec une ressource payante qui est derrière. Par exemple, Jira, si tu n'as pas un compte Atlassian, tu ne pourras pas interagir avec Jira. Ouais. Donc après, à toi de voir si tu as besoin d'un compte payant, un compte gratuit. Je ne sais même pas s'il y a des comptes gratuits chez Jira. Je n'ai jamais essayé. Mais bon, en tout cas, voilà, l'action en elle-même, elle n'est pas payante, mais potentiellement, elle ne sert à rien si tu n'as pas de compte derrière. D'accord, ok. En tout cas, on fait pas de, on est sûr de pas. Par le moment où c'est dans le marketplace, on va pas faire de bêtises dans un truc qui potentiellement est payant, alors que c'est. Non, cette bêtise-là, tu peux pas la faire. Par contre, il faut rester vigilant, hein, parce que c'est quand ça va au-delà de GitHub Actions. Ça, c'est pour tout ce qui est CI qui possède un concept de marketplace, de plugin, etc. Vous donnez potentiellement accès à du code et à des secrets. Et donc, il faut faire attention à ce que vous utilisez et à d'où ça vient. Mais je dirais que c'est la même chose quand vous créez une application et vous utilisez des librairies qui viennent du monde de l'open source. C'est à vous de faire le job, d'aller voir
est-ce que c'est sérieux? Est-ce que je ne vais pas me prendre un backdoor derrière et puis me faire pomper toute ma base de données client ou je ne sais pas quoi. Donc, ça reste toujours quelque chose sur lequel il faut être un peu vigilant. Et donc, il y a quelques bonnes pratiques. Notamment, par exemple, ici, j'utilise cette action-là en version V1. Ça, c'est un tag. Donc, si vous prenez ça, si je vais sur github.com et puis / et je colle ça, donc j'arrive sur ce projet-là, sur ce repo-là, et puis il y a un certain nombre de releases, donc, notamment la V1. Bon, il est même passé à la V1.2. Alors, généralement, V1 pointe vers la dernière release. Et là, c'est même pas le cas en plus. Donc, généralement, on fait un numéro de version court et un numéro de version un peu plus long, et on fait pointer le numéro de version court sur le dernier numéro de version plus long, hein, pour simplifier le passage à une version mineure. Ici, potentiellement, je ne sais pas trop ce que je vais exécuter, parce que ce tag-là, il peut changer. Donc, je peux avoir regardé le contenu du tag V1, un instant T, me dire c'est safe, c'est bon, tout va bien, mais que le tag change derrière. Donc, la reco, c'est vraiment de se dire, j'ai perdu. La reco, c'est de se dire, OK, c'est ce commit-là que j'ai visionné, sur lequel j'ai revu le code, et donc je vais aller, plutôt que de dire je vais prendre la V1, je vais prendre le SHA-1 exact de cette action-là, pour être sûr que ce que j'ai revu est ce qui est exécuté. Après, je peux aller un peu plus loin. Je peux, au niveau de mon organisation, je vais pouvoir dire, pardon, hop, non, c'est là, dans les settings, je vais pouvoir définir ce que je veux exécuter comme type d'action. Donc, je vais pouvoir dire, moi, je veux utiliser toutes les actions, ou je vais pouvoir dire, bah, moi, attention, je veux utiliser les actions qui ont été créées par GitHub, celles qui viennent de créateurs vérifiés, donc les AWS, Docker, machin, enfin tous ceux qui ont pignon sur rue. Et en plus, je vais pouvoir rajouter cette action que j'ai revue et qui me paraît safe. Donc, comme ça, j'autorise à tous mes utilisateurs de pouvoir utiliser ça. Donc, ça me permet de ne pas faire open bar et de dire, bah voilà, on se limite à ce qui est intéressant. Après, un autre truc que vous pouvez faire également, c'est d'aller définir des permissions au niveau de votre workflow. Quand vous exécutez un pipeline GitHub Action, en fait, vous allez récupérer, alors je pense que je vais l'avoir quelque part, on va récupérer un token. Il est où mon token? Il est où mon token? On va faire une recherche. Si je fais une recherche sur secret, merde, non, raté. Bah, j'utilise pas mon token. J'utilise un autre token. Mais bon, par défaut, il vous fait un secret.github_token, donc qui est un token que généré par défaut, qui est temporaire, mais qui vous donne un certain nombre de droits. Et notamment des droits de cloner et des droits d'interagir avec le repo. Donc, il y a un certain nombre de droits. Ça vous permet d'accéder au secret aussi. Et si vous voulez éviter, si vous dites, bah, OK, moi, il n'y a aucune raison que mon pipeline modifie le code. Et je veux me prémunir d'une action qui vient du monde open source ou d'ailleurs, qui essaierait de modifier mon code. À ce moment-là, je peux dire, bah non, moi, le GitHub token que je veux que tu me génères, je ne veux pas qu'il puisse faire de write sur mon content. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir définir ça ici. Et donc, je vais pouvoir me prémunir, je vais faire une sorte de firewall, en fait, autour des actions que j'utilise pour dire, bah voilà, moi, mon pipeline, il ne peut pas faire ça, donc il n'y a pas de raison qu'une action essaie de le faire. Je ne l'autorise pas. Donc, ça me permet de sécuriser encore un peu plus mes pipelines. Ça peut être assez intéressant. Dans les trucs qu'on a aussi ajouté récemment, on a rajouté la notion d'environnement. Et donc, j'ai le cas ici, par exemple. Alors, ici, j'ai fait un truc qui est vraiment purement intellectuel, on va dire, qui n'a pas super intérêt, mais l'idée, c'est que je veux faire la même série d'étapes sur 3 environnements, sur development, staging et production. Et à chaque fois, en fait, je vais passer ce nom d'environnement à mon pipeline en cours d'exécution. Donc, si on regarde là, vous voyez qu'ici, j'ai un déploiement, enfin, j'ai une matrice qui s'appelle deploy,
et qui va me faire la même chose dans développement, dans staging et dans production. Donc ici, j'ai une matrice à une dimension avec 3 valeurs, donc un tableau 3x1. Ça pourrait être un tableau 3x3, par exemple. Si j'avais 3 environnements, 3 versions de JDK, ça me ferait 9 combinaisons qui seraient exécutées tout en parallèle. Donc j'ai ça, et je vais targeter des environnements. Donc ces valeurs, en fait, je les utilisais pour ce mot-clé environnement. Et dans mes paramètres, si on retourne sur notre settings, j'ai pu avoir au niveau de mes environnements, donc ces 3 environnements définis. Par exemple, si on va regarder l'environnement de production, l'environnement de production, déjà, il a des secrets qui lui sont propres. Donc, par exemple, le secret message, je l'ai redéfini en développement, en production et en staging avec 3 valeurs différentes. Donc, chaque élément de la matrice va avoir sa propre valeur du secret. Et puis, en plus, je vais pouvoir me donner des restrictions supplémentaires. Donc, je vais dire, par exemple, qu'un déploiement dans l'environnement de production ne peut venir que de la branche master. Donc, je ne peux pas déployer une branche de test en production. GitHub va dire, non, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, ça permet de protéger encore un certain nombre de choses. Parce que derrière, en amont, je vais pouvoir avoir aussi protégé la branche master et dire qu'il n'y a que tel et tel utilisateur, par exemple, qui peuvent merger dans master. Donc, à partir du moment où j'ai protégé master d'écriture, je vais protéger aussi les exécutions de mes pipelines qui partent depuis master et qui vont vers la production. Donc, par rebond, je protège ma production. Et après, je vais pouvoir aussi rajouter des approvers. Donc là, je vais demander une approbation, une autorisation manuelle. Donc, c'est ce qu'on voit ici. J'ai perdu mon pipeline. On va retourner dessus. J'ai ici mon pipeline qui était ici en manuel. Donc, vous voyez, tout s'était exécuté ici, sauf celui-là qui était en attente de revue. Ouais. Il me dit qu'il faut que j'ai une approbation, et c'est ce que j'ai ici. Je vais pouvoir dire, OK, moi, je suis d'accord. On va mettre un 1+1 et on va dire, c'est parti, tu peux y aller. Et ça va me déclencher, ça va me permettre de démarrer mon déploiement en production, et mon workflow va continuer à s'exécuter. Okay. Alors, juste dernier truc aussi qu'on a rajouté, qui peut être intéressant aussi dans ces use cases-là, c'est que je vais pouvoir avoir une notion de concurrence aussi. Et c'est pour ça que mon autre pipeline s'était planté, parce que j'avais créé un groupe concurrentiel, donc j'avais dit que, grosso modo, il n'y a qu'une seule instance de ce pipeline qui peut s'exécuter à la fois. Et donc, qui peut s'exécuter sur cette référence GitHub. Ça, c'est une option. Donc, ça peut être global ou ça peut être restreint à une branche. Je peux dire que, par exemple, je pourrais dire, tu ne peux déployer qu'en production qu'une seule fois à la fois, quelle que soit la branche. Ou alors, je pourrais dire, tu ne peux déployer tel commit dans tel environnement qu'une seule fois. Après, c'est à vous de voir. Et on va pouvoir dire, est-ce que j'arrête le pipeline qui est en cours de déploiement ou est-ce que je me mets en attente? Ça peut être assez sympa également. On arrive presque à la fin. Je voulais juste vous montrer un petit truc aussi qui est disponible pour tout le monde en open source. Vous avez sans doute maintenant tous l'habitude de Dependabot. Si vous l'avez activé, je pense que vous avez reçu 1 ou 2 emails de Dependabot. Parfois un peu plus. On est en train d'essayer d'avoir des stratégies. Ouais. On est en train d'essayer de batcher un peu tout ça, de rajouter des options pour éviter d'avoir un peu trop de bruit. C'est assez difficile. Ça a une vertu, hein. C'est que nous, au début, on ne les regardait pas. Et une fois que tu as passé une matinée à gérer tous ces trucs-là, quand tu les reçois, tu fais attention à la PR, tu la valides et tu la passes. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu saoulant, surtout que Dependabot, on peut l'utiliser de 2 manières. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc ici, par défaut, en fait, il vient nous dire qu'il y a des vulnérabilités dans le code qu'on utilise, hein, donc dans la librairie ici, en l'occurrence, normalize URL, etc. Alors parfois, donc là, c'est une dependency transitive. Celle-là, c'est pas une transitive, donc il a pu me créer la pull request qui va bien pour corriger cette dependency qui va me permettre de passer de la 4.14.0 à la 4.16.6.
Voilà. Donc là, je suis en mode réactif sur des alertes de vulnérabilité. Et si je trouve que je n'ai pas assez d'emails de la part de DependaBot, je peux lui demander de m'en faire un peu plus. Si vous allez dans la partie Insight et Dependency Graph, vous allez avoir cet onglet ici, DependaBot, qui me permet en fait de voir mes configurations proactives, on va dire, de gestion des dépendances. Il se trouve que vous pouvez créer en fait un fichier dans .github qui s'appelle dependabot.yaml, qui va vous dire, écoute, moi, je veux que tu vérifies toutes les GitHub Actions que j'utilise, et je veux que tu fasses ça tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Je veux que tu vérifies tous mes packages NPM. Alors, ça peut être du Maven aussi, ça peut être du Terraform. Si vous utilisez des modules Terraform, on est capable d'aller voir les modules Terraform que vous utilisez et pour voir s'il n'y a pas des updates. Et l'idée, c'était d'éviter d'être en retard, d'éviter d'accumuler de la dette en fait et du lag vers vis-à-vis des nouvelles versions de ces projets-là, pour pouvoir éviter d'avoir trop d'alertes de sécurité. Et évidemment, ça peut permettre de corriger de manière préventive un certain nombre de choses. Et donc, c'est pareil, ça vous crée des pull requests, etc. Ça vous les rebase automatiquement. Et ça vous envoie des notifications également. Donc ça, vous l'avez aussi, c'est disponible pour tout le monde. Et ce qu'on a rajouté aussi, c'est la notion de code scanning. Alors ici, je n'ai pas un bon exemple. Je vais aller sur un autre repo, je crois que je dois avoir ici, voilà, qui a beaucoup plus de vulnérabilité et d'alerte de sécurité. Donc sur tout ce qui est repo open source, vous avez la possibilité maintenant d'aller dans la partie code scanning. Et la partie code scanning, ça vous permet de configurer un certain nombre d'outils d'analyse statique de code. Donc, dedans, vous retrouvez l'outil qui est fourni par GitHub, qui s'appelle CodeQL, donc qui marche sur C, C++, C#, Java, JavaScript, TypeScript, Python et Go. On rajoute d'autres langages, mais ça prend du temps à implémenter. Vous pouvez aussi aller chercher, alors là, il y a des outils qui viennent du monde commercial, donc après, à vous d'avoir la licence qui va bien pour ces outils-là. Et puis, il y a pas mal de projets open source aussi qui sont plugués là-dedans, par exemple OSAR, par exemple Scan de Shift Left, on va retrouver SemGrep aussi, qui est un outil open source, on va voir TFSec pour tout ce qui est vulnérabilité dans Terraform également, qui est là. Donc, il y a plein de choses. Et ce que ça vous donne, par exemple ici, moi j'ai configuré un truc alors, qui apparaît pas parce qu'il est déjà configuré, mais qui me permet de scanner mes conteneurs Docker. Donc c'est une version gratuite de encore Container Vulnerability, donc qui me donne tous mes problèmes sur Docker. Et puis, alors si je prends une branche sur laquelle j'ai fait un dev, je vais pouvoir avoir mon analyse CodeQL qui, par exemple, va me dire, tiens, ici, en fait, tu as ce qu'on appelle une query qui peut embarquer du code Une injection. c'est une injection SQL, grosso modo. Donc, ça va pouvoir me dire, voilà, c'est quoi le type de problème que tu as? Voilà un mauvais exemple et a priori, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un copier-coller du mauvais exemple pour déclencher le truc. Et voilà ce que tu dois faire pour réparer, etc. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est basé sur une techno qui s'appelle CodeQL, qui en fait, comme le nom l'indique, est basé sur des requêtes. Donc, QL, c'est pour Query Language. Donc, vous voyez, ça ressemble à du SQL. Et en fait, ça prend le langage compilé quand c'est du compilé, texte quand c'est pas du compilé, quand c'est de l'interprété. Mais on est capable de manipuler la donnée. On est capable de manipuler le langage comme si c'était de la donnée, en fait. Et donc, d'aller chercher les vulnérabilités, de représenter les vulnérabilités et d'aller chercher grâce à ça. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de généraliser, en fait, la possibilité de définir des requêtes pour qu'au final, quand quelqu'un fait un framework, quand quelqu'un fait un middleware et des choses comme ça, qu'on puisse standardiser en fait les bonnes pratiques à travers ce langage-là, pour que quand moi je l'utilise, l'outil CodeQL puisse me dire là, tu es en train d'utiliser de la mauvaise manière parce que tu vas t'exposer à tel ou tel truc. C'est pas une faille du middleware, c'est une mauvaise utilisation que j'en fais. Mais ça, il faut pouvoir me le dire pour que je puisse le découvrir. On essaye aussi de pas mal bosser avec avec un maximum de chercheurs dans le monde de la sécurité pour que quand ils font
pour quand il découvre des vulnérabilités, qu'il la codifie avec CodeQL pour que on puisse l'appliquer globalement sur tout GitHub derrière, enfin, sur tous ceux qui veulent utiliser CodeQL sur leur repo open source, et pour essayer de les éliminer le plus rapidement possible, donc pour automatiser en fait cette recherche, cette découverte. Donc ça, vous l'avez sur tous vos repos publics, vous pouvez l'activer, vous pouvez jouer avec, c'est assez sympa, et vous pouvez créer vos propres requêtes aussi. Il y a, pour boucler la boucle, si je retourne dans mon VS Code, je vais redémarrer. Je vais peut-être pas la voir là-dedans. Je vais prendre mon autre fenêtre VS Code. Elle est où? Elle est là. Il y a un plugin dans VS Code. Il est où? Il va être là-dedans. Voilà. Il y a un plugin CodeQL dans VS Code. Donc, si vous voulez vous amuser à loader votre projet, s'il n'est pas sur GitHub, par exemple, vous voulez le loader et vous voulez exécuter des requêtes directement sur votre projet, vous pouvez interagir avec lui. Vous pouvez faire ça en mode interactif et aller créer vos propres requêtes si vous voulez vous amuser. Voilà, okay. J'avais prévu de finir vers 20h pour qu'on puisse aller voir le match. Merci Alain. Moi, j'ai une ou deux questions, mais je voudrais aussi mettre à l'aise nos auditeurs s'ils ont des questions. Et pour les laisser chauffer, je vais en profiter pour poser au moins une de mes deux questions. Moi, j'ai joué à titre perso sur GitHub Action. À un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais me faire ma petite action. Et même aussi, ne serait-ce que quand on définit son pipeline, je n'ai pas trouvé mieux que de faire mon YAML, de le push pour voir ce qu'il donne en déclenchement. Et du coup, en termes de cycle de construction du pipeline, je trouvais ça parfois un peu rébarbatif de devoir pusher, d'avoir l'erreur. Il y a un moyen de tester un pipeline sans pusher son code de pipeline, en fait? Ouais, il y a quelqu'un qui a fait un système qui s'appelle Act, c'est Nectos. Qui fait ça et qui te permet de think globally, act locally, qui te permet de tester ton pipeline en local sur ta machine. Ah, super. Il faudra jeter un coup d'œil du coup. Ça ne fait pas 100% si tu as un pipeline vraiment compliqué, etc. Ça ne marchera pas, mais dans la majorité des cas, surtout si tu es en train d'essayer de débugger une partie en particulier, tu peux faire un test case assez simple et tu peux le tester directement en local. Ouais, c'est l'idée, c'est quand tu es un peu en mode prospection, tu vois, ça te saoule un peu de faire du push parce que tu connais pas la syntaxe par cœur et que tu as un espace YAML à la con que tu n'as pas vu. Alors normalement, si tu utilises VS Code pour faire tes pipelines, il t'aide pas mal. Hein. Il y a de la complétion. Tu as de la complétion qui est disponible. Et même en mode web, tu as de la complétion. Mais c'est vrai que faire un commit à chaque fois, c'est un peu fastidieux. Donc, le Nectos /Act, c'est recommandé. Alors, histoire de ne pas finir trop tard, mais pour effectivement libérer tout le monde, est-ce que du coup, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui aurait une question et on l'engage à ouvrir son micro dans ce cas-là? Moi, j'ai une petite question. Je vais essayer de faire rapide. C'est par rapport à CodeSpaces. Donc, il est encore en bêta actuellement. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on sait quand est-ce que ce sera disponible pour tout le monde et ou comment on peut accéder à la bêta? Parce que moi, je me suis inscrit il y a pas mal de temps, mais je n'y ai pas accès. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça va comme il va y avoir deux choses. En fait, il va y avoir une partie client éditeur et une partie éditeur plus environnement d'exécution. La partie éditeur plus environnement d'exécution avec les conteneurs qui vont bien, etc. Ça sera plutôt réservé aux clients enterprise, donc aux clients payants. Parce qu'encore une fois, il y a des ressources derrière et qu'il faut bien quelqu'un les paye. La partie client pur et dur, ça sera disponible pour tout le monde et ça doit arriver pendant l'été. Je ne sais plus la date exacte, mais ça arrive assez rapidement maintenant. Ok, c'est pour bientôt. Ouais. Merci. Et on ne sait jamais, Geoffrey, peut-être que dans l'entreprise dans laquelle tu es, il y aura une version Enterprise qui arrivera. Geoffrey et moi, on travaille au même endroit. Alors c'est pour ça que je me permets de dire ça. Ça marche. Merci. Une autre ou petite question ou... Tout le monde a envie d'aller boire un coup et d'aller voir le match?
Ouais, et de se rafraîchir un peu. C'est vrai que ça commence là Ouais. à Je un pense peu. surtout à Alain qui parle beaucoup depuis tout à l'heure et qui n'a pas prévu de verre d'eau. Donc, Ça va. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, j'avais là Ouais. une question pour Oro. OK. Ouais. S'il n'y a Juste pas d'autres questions. penser qu'on peut aussi sponsoriser maintenant des gens. Ou vous pouvez Tout à fait. devenir aussi, vous pouvez vous faire sponsoriser également. Donc, pensez à ça. Et les sociétés peuvent aussi sponsoriser. Ça, c'est assez récent également. Donc, D'accord. si vous voulez si votre société utilise beaucoup des frameworks qui viennent du monde open source et que derrière, il y a des contributeurs volontaires là-dessus, ça peut être aussi une bonne idée de participer à l'effort et à les rétribuer Ouais, c'est de intéressant, je manière ne savais bilan. pas. Effectivement, ça permet d'envoyer un peu la balle. Ouais. C'est intéressant. OK. Bon. Je pense que c'était, voilà, on aurait aimé que ce soit un peu plus, qu'on prenne plus de temps et tout ça, mais on est tombé le jour où, où il faut rendre l'antenne assez tôt. Non, mais c'est super sympa, Alain, d'avoir accepté. Ah, une petite dernière question. Tout sera également disponible sur les dépôts privés où il va y avoir des échelons de prix. Je Alors, pense. tu parles de quoi exactement? Je ne sais pas, Sébastien, si tu peux activer ton micro, si tu veux préciser la question, ou si tu peux pas, je peux essayer. Est-ce que tu parles de code QL, Bonjour. Ouais. Alors, c'était sur les interactions, donc depuis toutes les avancées sur les actions, etc. C'est aussi dispo sur des dépôts privés. Oui, alors oui, tout ce qui est GitHub Actions, etc., c'est à 100% disponible sur les repos privés également. Il n'y a pas de restriction. Hein, les seules choses sur lesquelles il va y avoir des différences entre public et privé, ça va être Code Spaces. Donc encore une fois, ça va être plutôt pour les plans enterprise. Et puis tout ce qui est code QL, encore une fois, là c'est complètement dispo pour tout ce qui est open source. Par contre, il faut un plan entreprise pour avoir, enfin, entreprise plus un add-on pour l'avoir sur les repos privés. Donc ça, D'accord. c'est une tarification à part. Mais sinon, tout le reste, c'est complètement disponible sur l'intégralité de GitHub. Donc, l'ouverture dans un VS Code en ligne, c'est disponible en gratuit, mais c'est après si on veut étendre avec tout ce que vous avez parlé sur utiliser des conteneurs Docker, etc. Tout ça, c'est payant, mais Ouais. avoir l'interaction dans un VS Code, ça sera disponible gratuitement pour des dépôts privés. Ouais, absolument. Ouais, absolument. Ok, super. Ouais. Bah parce que en plus là pour le coup c'est ta CPU qui est utilisée, c'est pas la nôtre. Donc Oui, donc ça c'est- apporte pas de coûts supplémentaires de ce côté. voilà. Et puis on risque pas de se faire utiliser pour miner des bitcoins. Donc parce que c'est une grosse. Ça sent le vécu. Non mais c'est tous les fournisseurs de CI aujourd'hui C'est le grand jeu. doivent trouver des moyens de lutter contre ça. Super, merci beaucoup. De rien. Ok. Pas d'autres questions? Dernière question. Quelqu'un qui aurait une dernière question qui lui viendrait, il ne faut pas hésiter. On n'est pas à 3 minutes près non plus. Non. Bon. Je crois qu'on arrive à la fin. D'habitude, à ce moment-là, on dit les pizzas arrivent, la bière est au frais. Bientôt promis. On te réinvitera, Alain, du coup. L'actualité de GitHub permet justement d'avoir des nouveautés assez régulièrement. Mais oui, promis, on a tous besoin, je pense, dans les bonnes conditions. Ouais, ce sera avec plaisir. Ça marche. Encore merci pour ta venue. Ça nous a fait vraiment très égoïstement plaisir. Et puis, merci pour toutes les infos. Et vous retrouverez du coup un peu plus tard sur notre chaîne YouTube d'Alix la vidéo, l'enregistrement de ce qui s'est passé ce soir pour retrouver les petites allées et retours sur les différents onglets de GitHub. Merci beaucoup, Alain. Bonne soirée à tous. À très bientôt, j'espère, et merci à tous. Et allez la France. Et allez la France, j'allais dire. Merci à toi, Alain, merci à vous tous, et à bientôt, j'espère. À bientôt. Salut.